Bonsoir maître, Bonsoir. je suis très heureux aujourd'hui de monter dans votre panel et je suis une très longue connaissance à vous. Quand vous étiez encore dans les bureaux au niveau du port, vous avez travaillé au niveau du port, la brigade de recherche. J'étais une fois venu dans votre bureau et j'avais échangé avec vous sur un point. J'étais très ravi parce que vous avez trouvé une solution au point que je voulais vous proposer et ça m'avait vraiment enchanté. En principe, Hmm. aujourd'hui, je vis bien en Afrique et je suis soignant, je suis cardiologue à Paris. Concernant le cas du Cameroun, maître, je ne sais pas si je prends peut-être le train en route, mais j'avais deux questions à vous proposer. Oui. Concernant la population camerounaise, je pense peut-être que la première des questions que je vais poser, est-ce que la population camerounaise est unanime au point de faire bouger les choses par rapport à cette élection d'octobre 2025 qui arrive? Ça, c'est mon premier point. Et le deuxième point, nous avons tous dit et nous savons tous que le peuple est souverain, il a la force du nombre et il peut donner tort. Étant donné que le peuple camerounais n'est pas unanime en son sein et nous n'avons pas tous la même bouche, parce que la majorité ont raison, mais sauf qu'il y a la peur, qu'il y a la gangrène qui sévit au niveau des Camerounais en Somalie depuis belle lurette. Je pense peut-être que depuis l'ascension de ce monsieur à la magistrature, à la magistrature suprême, il a créé ce qu'on appelle une peur psychologique en toute personne qui vit au Cameroun. Et nous avons tous grandi avec ça. Je suis votre fils, pour ne pas dire votre petit-fils. Mais est-ce que maître, en ce jour, cette peur psychologique qui a été enterrée dans le cerveau des Camerounais peut faire changer les choses au point où les Camerounais se décident de faire partie du régime en place? Ce sont mes deux questions. Oui. Le peuple camerounais n'est pas un sous-peuple, c'est un vrai peuple. Et vous savez, il y a des peuples qui ont vécu sous des dictatures dures, mais qui se sont relevés. Hein. Il n'y a aucune situation qu'on ne peut pas relever. Il faut juste, il faut juste, il faut juste qu'il y ait des gens, parce qu'il y en a toujours des courageux, qui se dévouent pour expliquer aux autres. C'est pour ça qu'il y a des associations, des fondations, il y a des syndicats. On doit pouvoir se mettre d'accord sur un certain nombre de choses et dire non. Et préparer des actions, les penser pour exprimer ce non et choisir des personnes capables de nous sortir de là. Quand je dis personnes capables, ce n'est pas le diplôme seulement. Il faut la sagesse. Il faut des qualités humaines avérées qu'on peut retrouver même dans votre quartier. On peut dire que celui-là, il est chiche. Celui-là ne sait pas parler à ceci. On peut trouver cette personne sur laquelle des témoignages sur ce que nous allons considérer comme des valeurs fondamentales, cette personne doit les avoir. Discrètement, on regarde dans sa vie de tous les jours. Ce n'est pas la campagne électorale pour bavarder, dire des bêtises. Et quand on donne le pouvoir à une personne comme ça, qu'on lui donne une feuille de route bien élaborée, consensuelle, alors ce noyau-là peut faire des choses. Parce qu'il va se mettre en contact avec la grande population. Les messages vont passer. Comment est-ce que le régime de Biya a fait pour nous mettre dans la bêtise comme ça, nous traumatiser comme on est aujourd'hui, la peur en question? Comment il a fait? C'est organisé. Voilà. Maintenant, il y a toujours un poison et un contre-poison. On doit le chercher, le contre-poison. Et on doit le trouver, parce qu'il existe.
Il y a des pays qui peuvent nous montrer qu'il existe, qui ont fait ça avant nous. Il faut un leader, il faut de la volonté, après avoir eu cette prise de conscience que vous manifestez aujourd'hui et qui me fait plaisir. Vous êtes prêts? Alors, merci. Nous allons prendre Urbain Balamba. Oui, bonjour à tous, bonjour maître. Bonjour. Voilà, je me permets d'agir d'interagir avec vous, déjà par rapport à ce que vous nous avez dit sur le SWAD. Donc la première question c'est, quelle force a le SWAD pour s'imposer au Cameroun? Parce que nous, de la diaspora, notre premier souci est qu'on a du mal à exister dans notre pays. On a beau aimer notre pays, on a beau venir au Cameroun, mais on a du mal à exister. On n'existe pas. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est revenir sur une affaire qui nous a fait très mal, celle de Martinez-Zogo. Où en est-on, s'il vous plaît? Je vous remercie. Oui, je commence par la dernière question. L'affaire Martinez-Zogo, malheureusement, je ne suis pas constituée, donc je ne connais pas l'intérieur du dossier. Moi aussi, je suis à la télévision, que l'affaire piétine, qu'il y a des exceptions qui sont soulevées, mais c'est comme ça la justice. Il faut l'éviter, ces exceptions. C'est ça qui fait le procès. Et malheureusement, moi je travaille dans la justice depuis 56 ans aujourd'hui. Je vois que la justice n'a pas évolué dans le bon sens. Donc les décisions, je ne sais pas. La justice a des problèmes. Vous voyez, déjà, je vois le ministre d'État, là, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, il dit qu'il n'a pas assez de magistrats. Or, il y a des promotions de magistrats qui attendent qu'on les mette au travail, à condition que le Conseil supérieur de la magistrature siège. Mais il paraît qu'il passe des années et des années et des années, plusieurs années, sans sortir ceux qui sont de la promotion qui leur permettrait de prendre le travail. Alors là-dessus, qu'est-ce que je peux faire? Le Conseil supérieur de la magistrature, c'est le président de la République. S'il est en panne, tout le reste est en panne. Et on ne peut pas compter sur la justice, parce que la justice a des problèmes, que le ministre n'a pas manqué d'ailleurs de soulever. Il faut d'abord les résoudre avant d'aller à autre chose. Et c'est tout comme ça, tout le temps. Les gens ont pris le pouvoir, tout le pouvoir, et maintenant quand il faut l'exercer, ils traînent les pieds. Ils ne sont plus là. Ça bloque le pays. Ça bloque terriblement la marche du pays. Parce que personne ne peut prendre la place du Conseil supérieur de la magistrature. Et dans ce Conseil de la magistrature, personne ne peut prendre la place du président de ce Conseil, qui est aussi le président de la République. Voilà les problèmes auxquels on ne peut rien. Mais je pense que nous pouvons changer les choses. La diaspora, moi, je compte beaucoup sur vous. Et c'est avec la tête qu'on réfléchit. Pas avec la peur, avec la tête. Des gens déterminés qui veulent que le pays sorte de là et qui se réunissent, qui pensent pour les autres, en prenant en compte les autres, en prenant en compte les avis des autres et qui pondent un travail qui peut servir et on distribue les rôles, chacun on y va. Puisqu'on a été abandonné par le pays officiel. Voilà. Alors, merci. Nous allons prendre Espoir 2025 et clôturer avec J'avais une question, maman. Bonsoir. Salut. J'avais une question par rapport au Conseil constitutionnel. Il y a la pré-élection, l'élection et la post-élection. Et si le Conseil constitutionnel, Clément a dit qu'il est incompétent, parce que le MSC a demandé la liste à Erimous et Sous de sortir la liste électorale nationale pour l'année 2024, ce qui n'a pas été fait. Mais je me demande si est-ce que Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel, serait compétent pour la post-électorale
s'il n'est pas compétent pour la pré-post-élection? Ouais, oui, mais vous remarquez les mêmes choses que moi. Mais quelle est la cause de ça? Parce que les mêmes causes d'hier vont produire les mêmes effets aujourd'hui. Qu'est-ce que les candidats ont prévu pour éliminer la fraude? La fraude électorale. Ça fait partie de la fraude, ça. Ça fait partie de la fraude. Et si on part dans une élection où la fraude est le maître mot, nous n'aurons pas de changement. Hein? Le peuple ne va pas s'exprimer. Hein? On va l'étouffer. On va lui faire dire le contraire de ce qu'il voulait. Donc, il faut y penser, les enfants. C'est maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une élection libre, transparente, claire, où notre volonté du peuple seul va s'exprimer? Si on sent qu'on est bien organisé comme ça, je vous assure qu'on va effrayer les fraudeurs. Ils seront obligés de revoir leur copie. Voilà. Mais il faut qu'ils libèrent d'abord le peuple, la volonté populaire. Qu'il faut qu'ils libèrent. Ils ne l'ont pas libéré jusqu'à maintenant. Parce qu'il y a les fraudes, la machine est là. Les personnes qui sont chargées de faire tourner la machine sont là. Et ils n'écoutent qu'une seule voix. Ce n'est pas bon pour les autres candidats. Ce n'est pas bon pour la démocratie. Ce n'est pas bon pour les votants. Parce qu'on va nous faire dire le contraire de ce qu'on a voté, de ce qu'on a exprimé comme volonté. Il faut réfléchir à ça et trouver des solutions. On n'a pas le choix. Alors, nous allons clôturer avec Sabio Ino. Oui. Ah, bonsoir, maître. Bonsoir. Merci. Et maître, j'appelle votre nom maître tous les jours parce que je vous ai dit, je préfère vous appeler à votre titre, vos grades, que de vous appeler à titre de maman. Pourquoi? Je sais, dire ou pas, vous êtes notre mère et vous êtes la mère de l'Afrique. Ce n'est même pas la mère du Cameroun, du Camerounais seulement. Mais vous êtes la mère de l'Afrique. Là, tout le monde le sait. Mais quand je vous appelle maître, au fond du cœur, je me sens un peu bien, je me sens un peu joyeux là. Voilà pourquoi je préfère vous appeler maître. Même en face, je vais toujours vous dire maître. Bon, pour commencer, je reviens pour vous dire, la question que vous avez posée, c'est une question que je me pose tous les jours et je reste dessus. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé à solutionner cette question. Qu'est-ce que les candidats ont fait pour éliminer, n'est-ce pas, la fraude électorale? Ça, c'est ce que les Camerounais vont essayer de travailler dessus. Et je dis tous les jours, dès moment que les candidats, parce que les Camerounais sont déjà éveillés maintenant, mais dès moment que les candidats ne peuvent pas financer, parce qu'il faut qu'ils arrêtent même de financer les 1000 francs, 2000 qu'ils donnent aux électeurs dehors. Ça, c'est une mauvaise politique. Il faut qu'ils essaient d'investir dans les bureaux de vote. Bon, avant de faire ça, je sais pas, je vous suggère une idée. D'inviter tous les candidats qui vont se présenter, de venir vous travailler sur cette stratégie. Ça veut dire, il faut que tous les bureaux de vote soient représentés, même dans les derniers villages au Cameroun. Oui. Apparemment, il a un problème de connexion, il s'est déconnecté. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, oui. Voilà. Il faut que les bureaux soient représentés par tous les candidats et que tous les représentants doivent veiller sur les urnes et sur les décomptes, afin qu'on sache ce qu'on a décompté est vrai, ce qu'on a compté est vrai, et que tous les Camerounais doivent se réjouir de ce qu'ils ont décidé de voter, parce qu'on va présenter. Quand il y a la fraude, ça veut dire, je pense que les voix ne sont pas très loin. C'est à partir de là qu'on trouve la fraude. Mais dès lors qu'il y a une écart qui est très grand, je pense pas qu'il aura facilement la fraude. Et dès lors que les Camerounais ont ouvert leurs yeux, il n'aura pas la fraude. Donc, ce que j'aimerais, il faudrait qu'on essaye de parler avec tous les candidats qui vont se présenter à l'élection afin qu'ils financent les bureaux de vote. Ça veut dire en présentant leurs personnes dans les bureaux de vote. Rassurer que la personne a mangé, rassurer que la personne, on a payé son transport,